Depuis un certain nombre de mois, tous les pronostics sont déjoués. Que ce soit aux États-Unis, l'élection de M. Trump, que ce soit un peu avant l'affaire du Brexit, pour ne pas parler du feuilleton français sur lequel je ne m'étendrai pas. Tous ces notables, la presse, les instituts de sondage, ils n'ont pas été capables de prévoir tout ça. Tout ça est très important et pourtant, ils sont passés à côté et ils ne l'ont pas prévu. Pire critique, non seulement ils ne l'ont pas prévu, ils ne l'ont pas prévu parce qu'ils ne l'ont pas compris. Ceci s'adressant particulièrement à la presse. Autrement dit, toutes ces personnes de presse, au fond, elles fréquentent qui? Elles-mêmes. Elles fréquentent qui? Les politiques qui fréquentent la presse. Elles fréquentent qui? Les chefs d'entreprise qui fréquentent la presse également. Bref, c'est une sorte de petit cercle. Et donc, la deuxième critique, c'est pas seulement de ne pas avoir prévu, c'est pire, de ne pas comprendre, et pire encore, de ne pas chercher à comprendre. De là, un défi dans la manière d'exercer ces métiers. Pour terminer, je ferai une remarque très simple. C'est que tous les défis qu'aujourd'hui ont les politiques et les dirigeants et les élites, c'est quoi? C'est d'abord de bien comprendre le monde dans lequel on est, vers lequel on va, de bien l'expliquer, de bien le décrypter, de proposer des solutions, de veiller à ce qu'elles soient appliquées, d'embarquer les citoyens vers ces solutions, de permettre aux plus démunis de mieux s'en sortir, de permettre une plus grande mobilité sociale. Mais au fond, tous ces défis-là des politiques, ce sont les défis que connaissent les entreprises dans leur mutation et dans leur transformation. Il me semble qu'il y a toute une série de sujets pour lesquels les politiques et l'État devraient s'inspirer de ce que les DRH et ce que vous faites dans les entreprises. Est-ce qu'il y a un problème avec les sondages? Non, il n'y a pas un problème avec les sondages. Il y a plusieurs problèmes avec les sondages. Et l'un de ces problèmes est effectivement, et c'est une responsabilité qui nous incombe, un problème technique qui s'est posé à 2 reprises récemment, qui s'est posé aux États-Unis et qui s'est posé pendant la primaire à droite. Donc il y a une première responsabilité qui nous incombe et qui impose que, prenant acte de ce que Raymond Soubi disait, c'est-à-dire cette forme de désalignement des citoyens avec des références devenues obsolètes, l'affiliation partisane, l'appartenance à un camp, tout ça est en train de se dissoudre et rend notre travail plus compliqué. Mais il y a une autre dimension qui est celle aussi, la manière dont on, je crois, restitue nos enquêtes. Et on mentionne toujours le Brexit, systématiquement le Brexit dans l'acte d'accusation à l'égard des sondages. Or, les sondages ont montré que le Brexit pouvait, et même pour certains d'entre eux, allait se produire. Tous les instituts qui ont travaillé, ils étaient nombreux, ont eu, à l'exception d'un, mais c'est 1 sur 11, ont eu, et pas 6 mois avant, dans les 15 jours qui ont précédé le référendum, le livre en tête. À un moment, ça doit résonner comme une alerte. La veille du vote, 5 sondages sont publiés, 3 donnent une majorité courte au Remain et 2 une majorité pour le Leave. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est on n'a rien vu sur le Brexit. Si avec ces données-là, on n'a rien vu, c'est qu'on n'a pas bien regardé les sondages. Et donc que les sondages ne se sont pas bien montrés, n'ont pas été bien restitués. Là encore, il ne faut pas qu'on se dédouane de quelque chose. Et, y compris les sondeurs disaient oui, mais ça ne va pas arriver. À côté de cette difficulté intrinsèque à notre métier, il y a des ressources que je considère moi comme des ressources pour attraper de manière plus réactive, plus subtile ce qui se passe. Et c'est la troisième réponse qu'on veut apporter, c'est-à-dire qu'on se met à regarder ailleurs. C'est ce que nous faisons quand nous publions dans Le Figaro, puisque c'est notre partenaire avec LCI et RTL, nos enquêtes. Nous publions à côté des réponses à la question qu'est-ce que vous allez voter ? Des réponses aux questions, mais pour qui aussi vous pourriez voter, et pour qui vous êtes sûr de ne pas voter, et pourquoi est-ce que vous hésitez, pour restituer l'incertitude, mais aussi des données issues de Facebook, issues de Twitter, issues de Google, pour essayer de voir si ces sources-là
qui finalement sont une ressource supplémentaire, qui sont à notre disposition, ne nous disent pas autre chose. Effectivement, elle nous aurait dit des choses sur Fillon et sur Hamon. Et au fond, on est dans une période révolutionnaire au niveau des médias. Et la révolution a commencé il y a 10 ans. C'est la révolution du numérique, qui n'a pas été qu'une révolution, qui n'est pas qu'une révolution de diffusion, de distribution. Ça, à la limite, on peut dire que c'est industriellement compliqué pour les médias que de se dire, si on parle de la presse écrite, on vendait du papier, maintenant nos journaux existent sur les autres supports. J'allais dire, au fond, c'est que peut-être le moins compliqué culturellement d'aborder cette question. Elle est douloureuse industriellement, mais elle est culturellement pas si compliquée que ça. Ce qu'il y a de compliqué dans cette révolution numérique, et là on revient vraiment dans la question de l'opinion, c'est que 2 choses ont changé. La première, c'est que la vocation traditionnelle des médias, de nous, médias, notamment des chaînes d'information, qui étaient d'être les intermédiaires entre, je caricature, le haut, le bas, ou le bas et le haut, donc les auditeurs ont la parole d'un côté, et de l'autre, un homme vient sur un média pour s'exprimer et dire des choses aux citoyens. Cette période aujourd'hui n'est pas révolue, mais elle est en voie de disparition. Je pense qu'elle est réellement en voie de disparition, parce qu'aujourd'hui, on en parle avec Trump et ses 50 millions de followers sur Twitter, mais enfin Barack Obama, c'était exactement la même chose. Sauf que comme c'était Obama, globalement, c'était mainstream, c'était bien, c'était vertueux de voir qu'un homme politique pouvait directement dialoguer avec les citoyens. Et comme c'est Trump, on voit la face. Le c'était bien, ça n'est pas une opinion que j'exprime. Hein, je n'exprime pas d'opinion, j'exprime le ressenti qui était exprimé vis-à-vis de la politique de communication d'un Barack Obama. Et comme c'est Donald Trump, on peut imaginer que c'est plutôt la face plus inquiétante de cette relation directe entre un leader et une foule numérique, et j'emploie le mot foule à dessein, qui s'exprime et qu'on vit aujourd'hui. Sauf qu'au total, le ménage à 3 disparaît, puisque les médias, en l'occurrence, n'ont plus vraiment de validité dans cette histoire, ou en tout cas, ils doivent, à minima, repenser leur participation à cette relation entre le haut, le bas et le haut. Ça, c'est extrêmement perturbant pour les médias. Quand on parle de l'opinion, on a encore une vision assez traditionnelle de la fabrication, de la restitution de ce qu'est l'opinion publique, et ça passe par l'outil des sondages aujourd'hui. Donc le recueil d'une opinion, on pose des questions, puis les gens répondent. Mais aujourd'hui, l'opinion, c'est la capacité qu'a n'importe qui, et vous le vivez dans vos entreprises aussi, dans des situations de crise ou dans des situations positives, n'importe qui de pouvoir exprimer son opinion. Et ça, c'est les blogs il y a 10 ans et c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est la révolution majeure que vit toute institution aujourd'hui, que de voir que toutes les personnes qui la composent ont la même part de voix potentielle sur les réseaux sociaux, dans le champ public, et que cette opinion qui s'exprime en permanence, tout le temps, sur tous les sujets. Alors la version positive, c'est évidemment de dire qu'un homme, une voix, mais une voix au sens non pas du suffrage, mais de la prise de parole, c'est évidemment formidable. Mais pour un média, c'est terrible aussi parce que c'est une incapacité qu'on a à la restituer ou à nous situer dans cette discussion générale et permanente. Quand on est une radio qui fait de l'information en continu, en direct, qui a vocation à se déployer sur tous les supports existants, les supports numériques, les réseaux sociaux. C'est vrai que tu parles des smartphones. Je suis scotché sur mon smartphone parce qu'avec Bruno, on a regardé un peu ce que Manuel Valls venait de dire de Emmanuel Macron il y a quelques minutes sur une antenne concurrente. C'est comme ça, aujourd'hui, l'information fonctionne comme ça. Je ne vous dirai pas, parce que... Enfin, si je vous le dis comme ça, ça va vous éviter de regarder sur votre téléphone. Manuel Valls votera Emmanuel Macron dès le premier tour. Voilà. Comme ça, je donne une info. Je suis dans ma vocation. On vient d'achever, à mon avis, les 10 premières années de la Révolution. Il nous en reste encore une bonne dizaine à repenser tout ça. Et là aussi, il y aura des dégâts, il y aura des médias qui disparaîtront et puis d'autres qui arriveront. Et je pense que nous aurons, et notamment nous, services publics, parce qu'on a une responsabilité un tout petit peu différente sans doute, ou plus importante, dans l'idée qu'il faut aller capter ce qui se dit aujourd'hui dans la société française.
on a une dizaine d'années à repenser tout ça. Et les sondages, d'ailleurs, resteront un outil, je le dis, extrêmement utile, important. Ce qu'il faut que vous perceviez bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 7 Français sur 10 qui ont l'intention d'aller voter à la présidentielle. Et parmi ces 7 Français sur 10, il y en a la moitié qui ne savent pas pour qui ils vont aller voter. Quand vous savez que le grand phénomène aujourd'hui des dernières années, c'est les gens qui changent d'avis dans les 15 derniers jours, voire la dernière semaine du vote, ça rend encore plus acrobatique notre métier de commenter les évolutions des rapports de force électoraux. La fameuse cristallisation, vous savez, cette période où le citoyen décide pour qui il va voter, elle est de plus en plus tardive et elle le sera encore plus cette année, encore plus que les fois précédentes. Donc c'est vrai que dans une présidentielle où rien n'est joué, même si on peut avoir le sentiment à 25 jours aujourd'hui du premier tour que tout est joué, je pense que rien n'est joué justement par cette formidable volatilité de l'opinion. Il y a déjà eu un premier pronostic qui a été déjoué, mine de rien, sans que personne ne s'en rende compte. Tout le monde pensait qu'il y aurait beaucoup moins de candidats avec les nouvelles règles qui ont été instaurées, c'est-à-dire la modification de la publication des parrainages et de la façon de collecter les parrainages. Eh bien, pas du tout. Il y a eu 11 candidats, alors que franchement, au départ, on pensait qu'il n'y en aurait que 7-8. Donc déjà, c'est un premier élément qui déjoue les pronostics. Il faut s'arrêter 2 minutes pour comprendre ce qu'est devenu l'information avec la révolution digitale et la révolution numérique. Je pense que ça explique énormément de ce qui est en train de se passer sur les bascules d'opinion et sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors on est peut-être effectivement le deuxième le plus crédible, d'ailleurs ça ne me conforte pas parce que j'aimerais bien qu'on soit le premier le plus crédible au demeurant, mais il y a une étude Reuters qui est parue en 2016 et qui indique que les journaux ne sont plus une source d'information que pour 25% des gens dans le monde. 25%. La télé reste encore à 70%, mais les médias online sont à 74% et les réseaux sociaux à 46%. Et 53% de l'information, de la source d'information, elle provient du smartphone. Vous diffusez une information, cette information appelle une émotion, cette émotion vous fait monter dans votre premier cercle, et puis quand on voit que ça prend, les algorithmes prennent le relais, et finalement, ça devient une information extrêmement importante. Et il y a une étude de BuzzFeed qui a été faite aux États-Unis sur les élections américaines, et qui montre que les 20 posts de fake news ont fait beaucoup plus d'audience que les 20 posts sérieux des grands médias américains. C'est une tendance forte dans les entreprises, c'est une tendance forte dans le commerce. Tout le monde peut donner son avis, un commentaire. En fait, on est passé à l'ère du digital à ce qu'on appelle l'ère du prosommateur, c'est-à-dire producteur-consommateur. On est producteur et consommateur d'informations. On consomme l'information, mais rien ne vous empêche, vous-même, d'aller publier une information et de vous dire que finalement, votre voix, elle a autant de poids qu'un média, autant de poids qu'un homme politique, autant de poids que toute une caste un peu établie. Luc Ferry a une très jolie phrase sur la révolution digitale. Il dit « On n'arrête pas le fleuve Amazon avec une passoire à thé ». Voilà, donc ce n'est pas la peine de revenir derrière des frontières, ce n'est pas la peine de se dire qu'on va se replier. Je pense qu'il faut trouver des critères pour réagir sur ce sujet-là. Alors, quelques sources quand même d'optimisme. Ça oblige effectivement tous les médias à fortement réfléchir à la manière dont ils travaillent. Et je partage complètement l'opinion de Raymond Soubi sur le fait que les médias travaillent trop dans un cercle fermé et trop avec des gens finalement qui leur transmettent une information et dans des cercles là encore peu ouverts. Et par exemple, le New York Times, qui avait 2 correspondants à la Maison-Blanche, en a maintenant 6. Ils ont mis en place une messagerie sécurisée où ils reçoivent 22 000 mails par jour pour essayer d'obtenir de l'information de l'intérieur. Avant, ils appelaient leurs contacts à la Maison-Blanche pour avoir l'information des insiders. Là, ils se sont dit, avec l'administration Trump, on risque de se faire berner, donc on cherche à avoir de nouvelles sources d'informations. Le Washington Post a recruté 60 nouveaux journalistes pour travailler sur l'investigation. Le deuxième point, c'est que on dit les médias n'ont plus d'influence, finalement. Je voudrais quand même modérer ça par 2 observations.
c'est quand même le Canard enchaîné qui a sorti l'affaire des costumes de Fillon, et Dieu sait qu'on en a reparlé après. Donc si la presse n'a pas une influence sur cette élection, je ne sais pas ce qu'elle a. Et puis c'est quand même les débats télévisés qui ont fait émerger, en l'occurrence Benoît Hamon et puis François Fillon. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé depuis l'élection de Trump, c'est que jamais la presse de qualité aux États-Unis ne s'est portée si bien. Il y a, pour vous donner deux exemples, 250 000 abonnements supplémentaires au New York Times juste après l'élection de Trump. Plus 75% d'audience au Washington Post juste après l'élection de Trump. Donc ça veut dire qu'il y a un réflexe d'une partie de la population qui est en train de se dire on a besoin d'une information de qualité. Pour terminer, on pointe souvent la responsabilité des médias, mais on ne pointe jamais la responsabilité des GAFA. Et enfin, ces algorithmes, cette profusion d'informations où l'information, la mauvaise, les fake news côtoient la bonne, c'est quand même leur responsabilité. La responsabilité sociale de ces GAFA est considérable, et je pense que n'importe quel citoyen, là aussi, devrait maintenant pointer la responsabilité, au moins à égalité avec les médias, sur ces monstres en fait, qui font l'opinion. Eh bien, je pense qu'il est temps, effectivement, d'organiser maintenant des cercles où une information qui pourrait être contrôlée avec des gens, entre guillemets, d'une certaine neutralité, qui pourrait effectivement éviter ces abus qu'on a eus. À un moment donné, le problème, c'est que ça se paye et que, effectivement, les GAFA, aujourd'hui, représentent 60% de la publicité sur l'Internet fixe et 80% sur l'Internet mobile, ce qui assèche les revenus des médias, et c'est un sujet, je pense, qu'il faudra un jour aborder de façon très précise. Je me posais juste la question de savoir si les révolutions que vous vivez, vous, dans votre métier, en fait, on prenait la mesure dans nos entreprises, avec nos modes de communication qui sont, je pense, à 80% très top-down, avec des réseaux sociaux internes qu'on anime, mais qui sont peut-être pas si bien regardés par nos dirigeants, avec une communication qui est absolument pas dans l'émotion, alors qu'en fait, il y a une recherche d'émotion. Donc comment, nous, en tant que professionnels des ressources humaines, comment on peut intégrer ce que vous vivez et quelles leçons on peut prendre de ça? Je crois qu'on a un enjeu colossal, qui est la toile de fond de nos difficultés actuelles, c'est qu'on est dans une société de défiance. Dans les entreprises, je crois que c'est un enjeu aussi important. On a publié il y a une quinzaine de mois, avec le collectif Confiance et Croissance et l'Institut Montaigne, une enquête sur la confiance en entreprise et qui montre que, mais vous le savez ça par cœur, que c'est un critère clé à tous les étages, la confiance dans la stratégie de l'entreprise, dans ses dirigeants, dans sa capacité d'adaptation à un monde changeant, la confiance dans la chaîne hiérarchique, donc la verticalité, mais aussi la confiance dans la manière dont les mérites, les performances sont discriminés, reconnus de manière équitable, la confiance dans les équipes pour s'entraider, la confiance de proximité dans les collègues, l'horizontalité. Et cette articulation des deux, je crois, est à restaurer dans le monde politique. Le constat qu'on faisait à travers notre enquête, c'est que si ça reste un enjeu dans les entreprises, j'aurais tendance à dire que ça va quand même mieux dans les entreprises, de ce point de vue-là. En tout cas, les niveaux de confiance que l'on observait semblent beaucoup moins dégradés dans l'entreprise qu'à l'échelle politique. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a une manière de faire de la politique qui devrait s'inspirer de ce que l'on expérimente dans les entreprises, l'expérimentation justement, le droit à l'erreur, la reprise d'autonomie par des échelons intermédiaires, qui est, je crois, un facteur clé. La valeur entreprise remonte dans l'opinion française. Lorsqu'on regarde les courbes sur 10 ans et sur 15 ans, tout le monde s'effondre, les politiques, les syndicats, la presse. En revanche, l'entreprise monte. Ce qui veut dire que même s'il y a des problèmes dans les entreprises, la valeur entreprise est reconnue. Paradoxalement aussi, ou de manière complémentaire, lorsqu'on demande aux jeunes aujourd'hui ce qu'ils veulent faire, il y en a 30% qui disent, même s'ils ne le feront jamais, créer leur entreprise. Donc l'entreprise a une valeur positive
En quoi ce que vous observez au niveau des leaders politiques peut renseigner, un peu comme le disait Isabelle, sur les leaders dans nos entreprises, qui sont tous confrontés au même problème, du problème de conduite du changement? La manière dont nos entreprises attendent maintenant le leadership est très différente. Si on regarde la génération qui arrive, les fameux millennials en l'occurrence, leur attente de leur hiérarchie est fondamentalement différente de l'attente de ce qu'on faisait auparavant. Le patron charismatique qui indique la direction et que tout le monde suit, c'est fini. Là, ils attendent du sens. Ils attendent qu'on leur explique, ils attendent un retour sur investissement de l'ensemble. Et donc, le patron ou le manager, il devient celui qui arrange la capacité de collaborer de son collaborateur, y compris avec des équipes à l'extérieur de l'équipe, qui met les gens en réseau, qui facilite, c'est un facilitateur, et il donne du sens. Je pense que cette question-là sera dans la tête des gens. Est-ce que c'est une forme de leadership à la Macron, c'est-à-dire un peu d'accord avec tout le monde et une conduite du changement, j'allais dire, en souplesse, voire même en disant pas tout à fait les choses? Est-ce que c'est une conduite du changement beaucoup plus radicale avec des réformes qui sont connues de tous, même si le candidat François Fillon a du mal à être audible, elles sont connues, on voit ce qu'il veut faire, et ce sera forcément un retour alors pour le coup à une verticalité, et lui pourra sans doute compter sur une majorité s'il était élu. Mais c'est vrai que cette question-là va trotter dans la tête des gens, et il faut la regarder avec ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, voire avec ce qui s'est passé avec les 5 précédentes, où on avait une forme de leadership, là pour le coup classique, beaucoup plus affirmée. Et manifestement, ces 2 formes de leadership n'ont pas donné satisfaction aux Français, puisque d'une manière ou d'une autre, François Hollande ne s'est pas représenté parce qu'il savait qu'il perdrait. Nicolas Sarkozy a été battu, certes de justesse, mais il a été battu. Donc c'est vrai que le prochain président, sa façon d'exercer le leadership, est-ce que ce sera une façon très Macron, une façon Fillon? Je ne parle pas des autres candidats. Et elle est importante, bonne question. Le rapport à l'autorité aujourd'hui, il se construit pour une grande partie des Français dans une entité qui s'appelle l'entreprise, dans le travail. Ça impulse quand même beaucoup de choses, beaucoup de réflexes, beaucoup d'envie, beaucoup de positionnement des Français. Et on voit quand même que l'institution monarchique, présidentielle, existante depuis 1958, et donc ce rituel de l'élection présidentielle, y compris ce rituel, se déconnecte de plus en plus de la réalité de ce que, je pense, veulent les citoyens, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils imaginent être la bonne organisation en société. Peut-être une opinion un peu perdue et qu'on n'arrive pas à capter en termes de mesures. Et dans nos entreprises, on essaye de traiter les salariés et les évolutions par des politiques d'accompagnement du changement. C'est vrai, vous avez cité le mot accompagnement du changement. Alors que dans la société française, l'accompagnement du changement, il n'est pas organisé. Chacun se débrouille. Et quand chacun se débrouille, finalement, on a du mal à savoir dans quel sens on va. Raymond Soubi. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que je crois que les politiques ne savent pas accompagner le changement. Dans le meilleur des cas, ils savent le concevoir, ils peuvent le promettre, ils peuvent éventuellement le commenter. Le faire, c'est déjà plus difficile, et le réussir, c'est du domaine de l'impossible, dans la gradation des difficultés. L'État, en effet, et donc les politiques qui dirigent l'État, ne savent pas gérer les transformations. Je vais vous prendre 2 ou 3 exemples rapides et simples. Et Premièrement, c'est du vécu, Raymond Soubi. vous constaterez qu'il y a une instabilité gouvernementale constante. Certes, le président est élu pour 5 ans, mais les ministres changent tous les ans. 3 ministres d'éducation, 3 ministres du travail, etc., etc., etc. Comment voulez-vous pouvoir diriger une maison, par exemple une entreprise, si vous avez 3 présidents successifs dans une période de 5 ans? Deuxièmement, les politiques, qu'est-ce qu'ils veulent? Annoncer des réformes. Donc ils font une conférence de presse, ils annoncent une grande réforme, ils enterrent la réforme de leur prédécesseur de l'année précédente, et la question de savoir si cette réforme s'applique, comment et avec qui, ce n'est pas leur sujet. C'est le sujet des administrations qui, pendant ce temps-là, regardent passer les trains. On veille sur l'information, on la vérifie, puis ensuite on la distribue au plus grand nombre, mais on la sélectionne aussi. C'est ce que je voulais dire. C'est que je pense que ce besoin juste évident
de temps de cerveau disponible, comme disait l'autre, que rendront les médias dans les années qui viennent au public en leur disant l'information que nous vous donnons, c'est une sélection de tout ce que vous avez vu passer autour de vous dans la journée, dans les heures qui ont précédé, que cette information, nous l'avons sélectionnée, nous l'avons vérifiée et nous vous la donnons de façon agréable, lisible, correctement éditée. Ça, je pense que ça continuera pour quelques années encore, avant que des robots le fassent à notre place. Parce que dans 10 ans, c'est des robots qui le feront à notre place, ou en tout cas, on demandera des robots de le faire. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est comme la Constitution, on ne va pas passer 4 heures dessus, mais c'est quand même passionnant. Ça doit constituer, enfin, en tout cas, de notre point de vue, de mon point de vue, ça constitue une débat sur lequel les médias peuvent à nouveau séduire ou réintroduire de la confiance, de la valeur, voire de l'envie vis-à-vis du public. Et ce qu'on voit dans les études qu'on peut faire au niveau de nos lecteurs, c'est que quand même par rapport au phénomène que vous décriviez, qui est cette profusion, cette infobésité qu'on décrit, le sens de l'information à la fois juste et avec du décryptage et de la valeur ajoutée est de plus en plus recherché. C'est un métier qui a incroyablement changé. Moi, c'est ma 5e présidentielle. Alors, entre celle de 95 et celle de 2017, j'ai vraiment l'impression, pas seulement d'avoir pris de l'âge, mais surtout d'avoir changé presque de métier, même si à chaque présidentielle, je l'ai fait à des postes d'observation différents. Premier point, la télévision, pour une présidentielle, ça reste quand même un outil important. On l'a vu, le débat d'il y a 15 jours, 9,5 millions de téléspectateurs, une pointe à 11 millions. Donc quand même, ça reste, la bonne vieille télé reste quand même un carrefour pour une présidentielle. Et ensuite, un incroyable départ pour toute discussion, réseau, chaîne en boucle, radio, décryptage. La présidentielle reste quand même le rendez-vous numéro 1 de la vie politique en France, et ça passe encore par la télévision. C'est peut-être la dernière présidentielle, mais ça passe encore par la télévision. Deuxièmement, de la difficulté de commenter la présidentielle cette année. Alors effectivement, cette année, c'est devenu un exercice où c'est vrai que le nouveau est plus important que l'important. Oui, c'est vrai. C'est vrai sur cette présidentielle, et on nous le reproche beaucoup. Moi, je suis... je vais reprendre le métro. Je suis critiqué parce que on attaquerait trop, on en fait trop sur Fillon, par exemple. C'est vraiment une critique que j'entends, et je peux la comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de phénomène de lassitude. Les gens se disent, mais finalement, on n'a parlé que pendant cette présidentielle des affaires Fillon, et on n'aurait pas assez parlé du fond. Alors, vous savez, c'est toujours pareil. On ne parle pas assez du fond. Quand on en parle, il y a moins de monde tout à coup devant les écrans. Il y a aussi un attrait pour ce qui, évidemment, est un peu, comment dirais-je, tout à coup devient un peu inquiétant. C'est un candidat en difficulté. La présidentielle se vit, hélas, aussi un peu comme une série presque, celle-ci. En plus, il y a une succession de coups de théâtre qui l'ont rendu inaudible par moments. Aujourd'hui, vous savez, vous avez un certain nombre d'outils qui ne sont plus seulement les sondages, mais qui prennent en compte à la fois, à travers des agrégateurs, des algorithmes, ils prennent à la fois les sondages, ce qui se dit sur les réseaux, la perception sur les réseaux, et ça permet peut-être aussi d'affiner un peu plus le rapport de force politique. Mais il faut aussi que dans notre 5e République, et peut-être nous aussi journalistes, on n'est pas là pour donner le résultat 3 semaines avant. Merci à vous 5. Merci à vous.